La dépréciation de notre devise nationale, le franc congolais, inquiète tout le monde. La population qui voit son pouvoir d'achat s'effriter au jour le jour ne sait plus à quel sens se vouer. Que fait le gouvernement Bruno Tshibala pour arrêter la descente aux enfers de Mwanampo? Comment en est-on arrivé à cette hyperinflation? Des tentatives de réponse vous seront données dans cette émission. N'ayant mobilisé que 34% des recettes prévues au premier semestre 2017, la DGRAD bat le rappel des troupes et sensibilise les services d'assiette en vue de rectifier le tir dans le but d'atteindre les assignations annuelles évaluées en un peu plus de 800 milliards de francs congolais. Ces titres, ainsi que d'autres, vous seront développés dans le corps de cette édition du magazine Fiscalité et Développement que vous présente Rosette Mamba Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, c'est l'heure de fiscalité et développement, la grande messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer sur le plan économique. 1,5 milliard de dollars américains, c'est le montant qui a échappé au trésor public dans les secteurs miniers au premier semestre 2017. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a donné cette information le 17 juillet dernier à Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga, a procédé à la sensibilisation des opérateurs miniers sur les rapatriements obligatoires de devises pour toutes les entreprises minières opérant en République démocratique du Congo, ce conformément aux dispositions légales contenues dans le code minier. Ces manques à gagner a été aussi déploré par l'ONG britannique Global Witness qui cite quelques entreprises non en règle, parmi lesquelles la GECAMIN. Benjamin Yogolelo revient sur ce dossier suivi. L'ONG britannique Global Witness cite nommément la GECAMIN. Elle accuse l'entreprise publique de jouer un rôle crucial dans le détournement des revenus du trésor congolais. Selon le rapport, 30 à 40% du total des revenus miniers qui doivent revenir à l'État ne parviennent pas à destination. Cet argent est conservé par divers organismes fiscaux pour leurs fonds propres ou disparaît absorbé par la GECAMIN, note Global Witness. La source fait état d'environ 750 millions de dollars de recettes minières destinées au trésor public évaporées entre 2013 et 2015. D'après le quotidien Le Monde, la GECAMIN se contente de percevoir des redevances sur une vingtaine de projets d'exploitation confiés à des entreprises d'Europe, des États-Unis, de Chine ou du Kazakhstan. La GECAMIN, écrivent nos confrères du Monde, ne paie que 20 millions de dollars par an d'impôts selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITA. Et pourtant, affirme-t-on, ces recettes sont évaluées à 100 millions de dollars l'an. Deogracias Mutombo, cité par radio-okapi.net, parle des recettes réalisées par les entreprises minières au premier semestre 2017. Auteur de ces recettes, 3 milliards 800 millions de dollars américains. Les entreprises minières, disait-il, devant des opérateurs miniers à Lubumbashi, devrait rapatrier 1 milliard 500 millions de dollars américains. D'après lui, ce rapatriement des devises va contribuer à la lutte contre la crise économique qui s'est fait sentir en RDC. Les réserves d'échange sont évaluées à 708 millions de dollars américains, soit 3 semaines d'importation. Selon le gouverneur de la BCC, plusieurs entreprises minières ont développé des pratiques conduisant au non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière du rapatriement des recettes d'exportation. Ces pratiques, notait-il, ont pour conséquence d'institutionnaliser la fuite des capitaux. Une entreprise, Kibali Gold, soutient tout le contraire du gouverneur de la Banque centrale. Son directeur général a affirmé, il y a peu, que son entreprise verse au trésor congolais plus de 50% des recettes en devises. Le ministre d'État en charge de l'économie, Joseph Kapika, a lancé lundi 17 juillet 2017 à Lubumbashi la nouvelle réglementation d'échange en matière de rapatriement des devises par les opérateurs du secteur minier. Il soulignait à cette occasion l'importance de pousser les opérateurs miniers à rapatrier 40% des recettes de leurs exportations. Objectif, éviter la crise en vue de stabiliser la situation macroéconomique de la RDC.
Et puis sur les marchés de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 21 juillet 2017 un dollar américain à 1600,63 francs congolais, pendant qu'au samedi 22 juillet 2017, au parallèle, le taux était à 1670 et au centre-ville, précisément au grand marché, le billet vert s'échangeait à 1680 francs. À l'aéroport international de Njili, le dollar américain s'échangeait à 1600 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Matadi, dans le Congo central, le roi dollar valait 1600 francs. À Goma, dans le nord Kivu, et Bukavu, dans le sud Kivu, la devise américaine s'est négociée également à 1600 francs congolais. Dans la ville de Vanga, nous sommes là dans la province du Kwilu, le dollar s'échangeait à 1550 francs congolais. À Kolwezi, dans la province de Lualaba, un dollar américain s'obtenait à 1650 francs congolais, pareil à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il y a lieu de retenir que les réserves de change au niveau de la Banque centrale se situent à ce jour à 708 millions de dollars américains, ce qui représente en réalité 3 semaines d'importation. Justement, réserve de change, c'est les mots choisis par la rédaction de l'agence Galaxy Media dans le cadre de sa célèbre rubrique mots économiques du jour. Les explications à ce sujet avec Patience Vumilia Bokole. Le réserve d'échange est l'ensemble de moyens de paiements internationaux détenus et gérés par la Banque centrale pour le compte de la nation et destinés à financer les échanges extérieurs de celle-ci. En général, ces liquidités internationales sont constituées de l'or, des devises étrangères les plus souvent utilisées comme moyen de règlement dans les contrats commerciaux, ainsi que d'avoirs sur le Fonds monétaire international. Les réserves d'échange s'accroissent lorsque le solde des paiements extérieurs résultant des échanges des marchandises, d'invisibles et de capitaux est positif. Elles servent alors à financer un solde négatif. Leur niveau reflète donc la contrainte extérieure qui pèse sur un pays ouvert aux échanges avec l'étranger et qui peut parfois vivre au-dessus de ses moyens. Enfin, le réserve d'échange varie en fonction des interventions de la Banque centrale sur le marché d'échange, c'est-à-dire par ses achats ou ses ventes des devises, et elle oriente le taux d'échange. Cette intervention est obligatoire dans le cadre d'un système monétaire international prévoyant des parités officielles plus ou moins fixes. Bien que la tendance générale de cours de principales matières premières soit haussière sur le marché international, les prix restent tout de même volatiles. Didi Mavambunombolo Pepe nous donne justement les nouvelles sur l'évolution de ces cours au dernier fixing du samedi 22 juillet 2017. Le cours de principales matières premières évolue en dents de scie sur le marché international. À Londres, le baril du pétrole s'est négocié à 47,89 $ américains, soit une baisse de 2,82%. Et à New York, le baril de l'or noir s'est négocié à 45,60 $ américains, soit une baisse de 2,79%. Le cours du cuivre a chuté de 0,81%. La tonne métrique du métal rouge a valu 5 925,25 $ américains, pendant que le coût de la tonne du cobalt est resté stable à 58 500 $ américains. L'or, par contre, a fini le week-end au vert avec une hausse évaluée à 1,41% en se négociant à 1254,30 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, le maïs a clôturé la semaine en baisse de 0,65%, se négociant à 380 $ américains la tonne. Le cours du riz, par contre, a grimpé de 1,22%. La tonne s'est négociée à 12,01 $ américains, pendant que le prix du blé a reculé de 0,55% en se négociant à 500 $ américains la tonne, le tout au dernier fixing du samedi 22 juillet 2017. La dépréciation du franc congolais
par rapport au dollar américain continue d'influencer la hausse généralisée des prix de produits de première nécessité sur le principal grand marché de la ville-province de Kinshasa. Sur le plan alimentaire, précisément, la tendance générale est haussière à l'exception de quelques produits dont les prix ont connu une relative stabilité dans certains marchés de Kinshasa. Philo Cholé Bapeke nous donne les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation au samedi 22 juillet 2017. Tendance haussière pour certains biens et services sur le principal marché de Kinshasa. Une augmentation liée entre autres à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Concernant les riz, par exemple, au marché de la Liberté, le prix d'un sac de 50 kg a connu une hausse passant de 58 000 francs congolais la semaine dernière à 60 200 francs congolais la semaine qui vient de s'achever, et celui de 25 kg est passé de 29 000 francs congolais à 30 100 francs congolais. Mêmement au marché central où le prix du même sac du riz a connu une hausse soit de 58 000 francs congolais à 59 000 francs congolais pour le 50 kg et celui de 25 kg de 28 500 francs congolais à 29 500 francs congolais. Tendance haussière est également constatée au marché Ziguida où le sac de 50 kg est passé de 61 500 francs congolais à 62 000 francs congolais et celui de 25 kg de 30 000 francs congolais à 31 000 francs congolais. Au marché Gambela, par contre, le prix d'un sac du riz de 50 kg est passé de 60 000 francs congolais à 61 000 francs congolais et de 25 kg de 29 000 francs congolais à 30 500 francs congolais. Autre produit de grande consommation, les poissons chinchards au marché de la Liberté. Le prix d'un carton de 20 plus, soit 30 kg, a connu une hausse passant de 92 000 francs congolais il y a une semaine à 97 000 francs congolais, cette semaine qui vient de s'achever. Mêmement au marché central où le coût a augmenté, passant de 97 400 francs congolais à 100 000 francs congolais. Même tendance au marché Ziguida où le prix a grimpé de 99 000 francs congolais à 102 600 francs congolais. Au marché Gambela, le même carton de poisson chinchard s'est vendu à 104 400 francs congolais. Quant aux produits secs, cas du manioc, au marché de la Liberté, le prix du sac a connu une hausse de 62 000 francs congolais à 65 000 francs congolais. Tendance haussière également au marché central où le même sac s'est vendu à 80 000 francs congolais. 87 000 francs congolais au marché Ziguida. Au marché Gambela, le même produit est passé de 80 000 francs congolais à 85 000 francs congolais. Bouclons avec le sucre dont le sac de 50 kg a coûté 81 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, un sac de 50 kg de Kwilungongo a coûté 81 500 francs congolais pendant qu'un sachet de 5 kg se vend à 8 500 francs congolais. Au marché Ziguida, ce même sac s'est vendu à 83 000 francs congolais par rapport à la semaine dernière où il avait valu à 81 600 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, le prix est resté stable à 80 000 francs congolais. Voilà les tendances de prix de certaines denrées alimentaires de grande consommation au samedi 22 juillet 2017 sur les principaux marchés de Kinshasa. En rapport toujours avec l'évolution des prix sur les marchés, l'Institut national de la statistique INES a publié les informations sur l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du 17 au 22 juillet 2017. Didi Mavambunombo revient pour le compte rendu. L'inflation hebdomadaire du 17 au 22 juillet 2017 est de 3,852% au niveau national et 4,048% à Kinshasa. En cumul, l'inflation se situe à 28,467% au niveau national et 28,939% à Kinshasa. L'inflation annualisée est de 56,702% au niveau national et 57,737% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 40,729% au niveau national et 42,045% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix de pains et céréales, de viande, de charcuterie, de lait et produits laitiers, des mayonnaises, des huiles importées,
des huiles de palme, des fruits locaux, de pommes importées, de certains légumes, de pommes de terre, de sucre, des épices, des pagnes super wax, wax hollandais et des wax super soso, des pyjamas, des chaussures et ketch, des allumettes, des bandes hygiéniques ainsi que des sacs de voyage. Restons dans les sillages de régie financière pour dire que le 31 juillet 2017, c'est la ligne rouge à ne pas franchir pour le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. L'administration fiscale congolaise appelle donc les opérateurs économiques concernés au civisme fiscal au risque de subir de pénalités conformément aux dispositions légales. Je vous convie de suivre donc attentivement la communication de la Direction générale des impôts, lue ici par Priska Sekana Kinzonzi. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, les paiements du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2018, revenu 2017, doit intervenir au plus tard le lundi 31 juillet 2017. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2016, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que les défauts ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Un communiqué signé Célie Alagouli, directeur général des impôts. La conjoncture économique morose que vit la République démocratique du Congo depuis quelque temps a systématiquement dérangé les efforts de mobilisation de recettes au niveau des régies financières en général, vous le savez, et de la DGRAD en particulier. Au premier semestre de l'année en cours, cette régie financière n'a atteint que 34% de recettes. Pour en parler et certainement mettre en place des stratégies afin de renverser la tendance, une séance d'évaluation des recettes mobilisées les 6 premiers mois de l'année 2017 a été organisée. C'était le mercredi 19 juillet au centre Béthanie, dans la commune de la Gombe. C'était entre la DGRAD et les services d'assiette. Une fois de plus, Philo Choleba-Peke, Landry Nyangi Lostine pour ce reportage. Évaluer les recettes taxées et recouvrées par la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD de janvier à juin 2017, c'est l'objectif de cette séance de travail entre le responsable de la DGRAD et les services d'assiette. Il s'est avéré qu'au premier semestre de l'année en cours, la régie financière n'a réussi qu'à mobiliser un peu plus de 313 milliards de francs congolais sur les assignations globales de 813 milliards de francs congolais, soit 34% de réalisation. Plusieurs facteurs expliquent cette contre-performance de la DGRAD selon les cadres de cette régie, parmi lesquels la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais par rapport aux devises étrangères et l'incivisme fiscal dont le chef de certains assujettis. Il y a certainement des difficultés qui sont liées peut-être au niveau des services d'assiette et aussi à notre niveau. Et aussi nous avons démontré à ce qui concerne la DGRAD nos propres problèmes pour qu'ensemble nous puissions améliorer pour les 5-6 derniers mois de l'année. Comme vous le savez, les recettes sont des minima que le gouvernement impose à chaque régie et nous devons absolument les atteindre. C'est pourquoi nous avons réuni tous les services d'assiette aujourd'hui pour voir un peu qu'est-ce que chaque service nous avons pu atteindre comme résultat et à partir de ça comprendre un peu les difficultés de chaque service. Ensemble nous allons élaborer les stratégies pour le second semestre dans l'optique de terminer l'année avec les réalisations qui vont nous permettre d'atteindre nos assignations. Face à un tel tableau, le directeur général adjoint de la DGRAD, Emmanuel Mbokoso, invite le service d'assiette à redoubler d'ardeur en vue de permettre à l'État de rentrer dans ce droit. Malheureusement, depuis janvier jusqu'à ce jour, plusieurs comptes se sont demeurés sans suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il était question que nous fassions une mission mixte DGRAD Culture et Art pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur par rapport à la taxation. Malheureusement, aujourd'hui, l'État
n'a pas de moyens pour financer toutes les missions. Mais néanmoins, la DGRAD a promis que d'ici là, il y aura quelques missions qui vont aller en province pour essayer un peu d'évaluer les recettes en province. Et autre chose comme difficulté, dans notre secteur, les moyens pour nous permettre d'aller sur le terrain pour essayer un peu de taxer ne viennent pas. Atteindre les assignations budgétaires de l'exercice 2017, évaluées à un peu plus de 813 milliards de francs congolais d'ici la fin de l'année en cours, est la priorité pour la DGRAD qui compte énormément sur la bonne collaboration des services d'assiette. Mais la conjoncture économique du pays est telle qu'il sera difficile à cette régie financière de répondre aux attentes du gouvernement. Les budgets de l'État doivent prendre en compte les attentes de la population. C'est le vœu souvent exprimé par différents acteurs de notre société. C'est dans cette optique que le projet Profit Congo a organisé du 19 au 20 juillet 2017 un atelier préparatoire au séminaire d'orientation budgétaire 2018. C'était à l'intention des organisations de la société civile. Ces dernières ont arrêté les principales priorités sectorielles pour le projet de loi de finances exercice 2018. C'était Patience Voumilia Bokole et Fonfon Makitoudoma qui ont réalisé ce reportage. Définir les différentes priorités sectorielles à retenir dans le projet des lois des finances pour l'exercice 2018, c'est à cet exercice que se sont adonnées les organisations de la société civile. Organisé par le projet Profit Congo sous la coordination du COREF grâce à l'appui technique et financier de la Banque mondiale, de la coopération britannique et du Royaume de Belgique, cet atelier préparatoire au séminaire d'orientation budgétaire 2018 avait pour objectif de renforcer les capacités de la société civile sur le processus budgétaire, sachant que c'est elle qui exprime réellement les attentes de la population. Contrairement aux années antérieures, où certes les experts de la société civile ont pu être invités à prendre part au séminaire d'orientation budgétaire, mais sans y être préparés. Il s'agit cette fois-ci de répondre à une demande fondée, celle de permettre aux organisations de la société civile, elles qui expriment réellement les attentes de la population, de mieux être outillées en vue d'une participation efficace au processus budgétaire. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui s'est fixé pour objectif, entre autres, de renforcer les capacités des organisations de la société civile dans la participation citoyenne, ainsi que dans leurs demandes d'amélioration de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance des finances publiques en général et du budget de l'État en particulier. Pendant 2 jours, différents thèmes ont été présentés par les experts et débattus avec les participants. Les échanges ont tourné autour des sujets tels que le processus d'élaboration de la loi des finances, les principales orientations budgétaires de l'exercice 2018, la transparence budgétaire, la participation citoyenne dans le processus budgétaire et tant d'autres. Ponctuées par des travaux pratiques, ces thématiques ont ainsi permis aux participants d'arrêter les priorités sectorielles à présenter au prochain séminaire d'orientation budgétaire. Et donc, ce séminaire va véritablement nous aider pour que prochainement, lorsque nous serons dans des discussions, que nous puissions être à la hauteur de notre tâche, que nous puissions, tout en accompagnant les politiques du gouvernement, que les citoyens puissent également dire quelque chose en ce qui concerne l'intérêt de la population. Ici, donc, c'est déjà au niveau de l'élaboration qu'on est impliqué. Nous sommes convaincus que nous serons impliqués dans les autres étapes, notamment les étapes qui vont venir après, que ce soit l'exécution, que ce soit au niveau du contrôle, pour que finalement les citoyens puissent s'approprier les questions d'analyse budgétaire, les questions des politiques publiques de l'État. Parce que généralement, ce qui est constaté dans les budgets antérieurs, de l'État, c'est qu'on ne prend pas en compte les vrais problèmes de la population dans leur spécificité. Et ce travail va nous permettre de déceler ces problèmes, de pouvoir les couler sous forme de recommandations et de les proposer lors du séminaire d'orientation. Et nous croyons
que si ces recommandations sont prises en compte, la situation de la population pourra tant soit peu être améliorée. Cette fois-ci, l'on ose espérer que les organisations de la société civile sont mieux outillées et parleront d'une seule voix lors du séminaire d'orientation budgétaire 2018. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO et l'Organisation de la coopération et le développement OCDE prévoient le maintien à un bas niveau de prix de produits alimentaires de base les 10 prochaines années dans le monde. Estimation contenue dans leur rapport conjoint intitulé Perspectives agricoles 2017-2026. Ce rapport a été rendu public le 10 juillet dernier. Plusieurs raisons expliquent cette estimation. Le rapport cite la stagnation de la demande dans beaucoup de pays à économie émergente. L'abondance des stocks de la plupart des produits des bases est une autre raison, sans oublier la reconstitution des stocks des céréales. Renforcer les capacités en intégrant une nouvelle approche des chaînes de valeur et les nouveaux systèmes que le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, veut instaurer pour créer des opportunités d'affaires. Une trentaine de participants, cadres et agents de cette banque de développement ont bénéficié des échanges qui ont permis une mise à niveau. C'était le vendredi 21 juillet 2017 au Cercle Elaïs, dans la commune de la Gombe. Reportage réalisé par Muriel Makessé et Céline Boumba Angelani. Les fonds de promotion de l'industrie FPI se dotent d'une nouvelle approche des partenariats stratégiques sur les chaînes des valeurs. Après une formation intense de restitution du 11 au 21 juillet 2017, aujourd'hui les fonds de promotion de l'industrie passent de la sémantique à la pratique pour une nouvelle approche. Une mauvaise évaluation des risques inhérents aux projets financés, la non-prise en compte de la notion de chaîne des valeurs, les mauvais décaissements des fonds et les manques de suivi des fonds, telles sont les causes de l'échec de l'ancienne stratégie. Il faudra au FPI trouver des pistes et des solutions, notamment les changements d'approche en matière d'évaluation des projets basés sur les chaînes des valeurs. Les participants, quant à eux, souhaitent que les FPI élaborent un partenariat stratégique avec les institutions de recherche agricole. L'esprit des chaînes de valeur fait qu'on a une évaluation de tous les risques. Les risques sont transformés en opportunités. Je peux vous prendre un exemple. Comme on dit par exemple dans la filière avicole. Aujourd'hui, filière avicole, c'est les poussins, les œufs, les poulets de chair, etc. Le risque dans la filière avicole, c'est le manque d'aliments pour les poussins. C'est un grand risque parce qu'on risque de manquer d'aliments. Et bien ce risque, il est transformé en opportunité en se disant que voilà, on va financer un projet qui va développer les aliments pour bétail. Donc c'est vraiment une nouvelle approche là qu'on veut mettre en place chez nous. Il faut un plan d'action pour opérationnaliser l'apprentissage de cette nouvelle approche. Plus de linéarité, car un travail en groupe s'impose. L'interactivité devient permanente. Un renforcement des capacités qui utilisent des nouvelles approches et une nouvelle mentalité, l'occasion pour les FPI d'avoir les nouvelles opportunités sur le plan stratégique ainsi que communicationnel. Cela facilite les échanges entre les projets qui constituent les maillons dans la même chaîne des valeurs. Pour les chaînes des valeurs, d'abord au sein du Fonds de promotion de l'industrie, c'est que nous avons suivi l'adresse du chef de l'État à la Nation, la dernière adresse du chef de l'État à la Nation, où il a parlé du développement des chaînes des valeurs. Et dans le nouveau management du Fonds de promotion de l'industrie, c'est une notion qui a été vivement accueillie. Et aujourd'hui, nous venons de terminer notre formation. Nous voyons généralement que des projets échouent parce qu'ils sont pris de manière tout à fait isolée. Et il y a des projets qui ont du potentiel, qui sont des belles idées, mais vous vous retrouvez dans un coin où il n'y a pas d'infrastructure routière. Et donc, il faut maintenant financer autrement. Et financer autrement, c'est de voir le potentiel qui peut être créé autour d'un projet de base, du projet principal, et de créer tout autour d'autres projets qui vont faire en sorte que ce projet-là soit viable et puisse se pérenniser. Donc c'est dans cette optique-là que nous avions eu cette formation. Les financements du FPI ne va plus se focaliser sur les projets individuels, mais sur les chaînes des valeurs. Le développement d'un pays doit se bâtir sur ses forces en résolvant le problème de développement des filières dans le cadre de la gestion des risques liés à l'entrepreneuriat.
Conformément à la loi relative au marché public en République démocratique du Congo, la division passation de marché du Bureau central de coordination BESECO a organisé la séance publique d'ouverture de pli de la demande de cotation relative à l'acquisition de 3 copieurs pour le compte du BESECO. Sous la présidence du directeur général AI du BESECO, Théophile Matondo Mbungu, accompagné des autres hauts cadres de cette institution, cette séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures définies dans les décrets numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public en République démocratique du Congo. À cette occasion, toutes les informations contenues dans les offres ont été lues à haute voix et enregistrées en présence de représentants des soumissionnaires. Si petits soient-ils, ces marchés prouvent à suffisance qu'il n'y a point de place pour les gré à gré dans tous les marchés adjugés par la division de passation de marché du BESECO. Pour en savoir un peu plus sur ces 10 marchés, vous pouvez consulter les sites du BESECO à travers cette adresse www.beseco.cd. www.beseco.cd. Depuis plus d'une année, en effet, les prix de biens et services ne cessent de prendre de l'ascenseur à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo. Comment expliquer cette hyperinflation qui avoisine aujourd'hui les 50%? Dans une interview accordée à la rédaction de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, sous sa casquette de journaliste spécialisé dans les questions économiques et financières, tente de répondre à cette préoccupation tout en évoquant des pistes de sortie de crise. On l'écoute au micro de Lambert Yuma Ramazani. Nous sommes témoins d'une hyperinflation galopante qui découle d'un épiphénomène politico-socio-économique extrêmement grave. Et ne pas réagir, pour nous, serait considéré comme non-assistance en patrie en danger. La situation socio-économique est plus que grave parce que nous vivons déjà l'hyperinflation. Nous courons vers la banqueroute ou la cessation des paiements au regard de tout ce que nous avons comme paramètres. Vous savez, nos réserves d'échange fondent comme neige au soleil. Nous venons de 1,750 milliard de dollars en 2012. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 700 millions, ce qui représente tout simplement 3 semaines d'importation. Nous avons l'offre en devises qui s'amenuise au jour le jour. Alors, ce qui se passe, c'est que la population ne sait plus à quel sens se vouer, dans la mesure où notre économie étant fortement dollarisée, étant aussi extravertie, lorsque les opérateurs miniers vont sur le marché international vendre leurs produits, le législateur dit ceci, à l'article 269 du Code minier. Le législateur oblige les multinationales qui vendent le produit minier sur le marché international de rapatrier en liquide et en totalité 40% des produits de vente. Et 60% des produits de vente, les multinationales doivent les consigner dans leurs comptes à l'étranger. Les législateurs demandent à ce que la Banque centrale puisse surveiller le rapatriement de ces 40%, ce qui ne se fait pas depuis plus de 10 ans. Les législateurs demandent, conformément à l'article 271, à la Banque centrale d'aller surveiller le mouvement des comptes de ces multinationales. C'est leur argent. Mais la Banque centrale a le droit d'aller regarder est-ce que dans les 60% qui sont restés, ils ont acheté des équipements, ils ont fait quoi avec, est-ce qu'ils ont rapatrié pour permettre la faciliter, alimenter la balance des paiements en République démocratique du Congo. Et parce que notre croissance est tirée en grande partie par le secteur extractif, notamment les miniers, et que les miniers ne font pas franc jeu. Au lieu de rapatrier 40%,
chacun rapatrie ici ses 5%, 10% et vient encore chercher le franc congolais sur le même marché, le pays devient exportateur des devises et non importateur des devises. Et il a fallu que nous puissions monter au créneau, notamment sur Radio Okapi, Télé 50, pour que la Banque centrale se réveille de sa torpeur et prenne les trains de mesures que vous avez vécues. Donc, c'est une faille importante qui fait que nous ne puissions pas avoir suffisamment de devises. L'offre de devises s'est amenuisée à cause de ça. Deuxième élément. Lorsque les régies financières ne mobilisent pas suffisamment de recettes, comme il se doit, ne crèvent plus le plafond des assignations, et le gouvernement se trouve en face des charges fixes qu'il ne sait pas honorer, il se crée un gap. Et la Banque centrale, pour combler ces gaps-là, fait tourner la planche à billets. Donc il y a de la création monétaire. La Banque centrale frappe la monnaie pour compenser non seulement les déficits budgétaires du gouvernement, mais également le compte d'exploitation de la Banque centrale. Ce qui fait que on se retrouve avec une surliquidité de francs congolais en circulation, découlant de l'amenuisement de l'offre en devises, j'ai expliqué tout à l'heure, mais également du fait qu'il y a la création de la monnaie sans contrepartie et tout le monde cherchant les dollars pour aller s'approvisionner à l'étranger, les dollars étant une monnaie refuge, les gens ayant constaté que nous vivons l'hyperinflation du jour au lendemain, il y a l'inflation qui augmente, eh bien, tout le monde cherche les dollars. Et lorsque tout le monde cherche les dollars, la loi de l'offre et de la demande aidant, eh bien, ceux-là qui détiennent les dollars par devers eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent les enchères. Et si quelqu'un a des milliards, il a besoin d'avoir les dollars, il sait que vous avez les dollars, il se présente à 4 à 5, il dit, bon, moi, je vais les dollars. Il dit, non, moi j'ai 1000, je peux acheter ça à 1700. L'autre qui est très pressé, il a des milliards, il dit, non, je préfère acheter même à 1750. Il achète ainsi, ça crée la concurrence. Et je vais vous montrer un exemple patent qui explique que la situation est tellement grave. Quand vous regardez sur l'avenue Lukusa, il y a maintenant des bureaux d'échange qui se sont créés avec des pancartes devant. C'est par dizaines qui sont étalés là. Et vous avez même au niveau de les châteaux ici, on appelle les ex-Gotanzambi, c'est une centaine de jeunes gens, des femmes, tout le monde a l'argent en main, les francs congolais pour acheter. Les francs congolais, c'est le petit peuple qui n'a pas ça. C'est le fonctionnaire qui n'a pas ça. Mais l'argent est en circulation et en masse. C'est ce qui fait qu'il y a trop de francs congolais en circulation et tout le monde cherche les dollars. Et c'est ça qui fait que notre monnaie perd de sa valeur. Mais il y a encore des billets toxiques qu'on a injectés dans cette monnaie en circulation. Notamment les faux billets de 20 000 francs congolais, de 10 000 francs congolais et surtout de 5 000 francs congolais. Heureusement, la Banque centrale a essayé de calmer le jeu, mais tout le monde le sait. On a même arrêté les gens avec de la fausse monnaie. Parce que la Banque centrale doit réglementer ce qu'on appelle les services de change. On doit aller changer l'argent dans ce qu'on appelle le bureau d'échange. Nous sommes l'unique pays au monde où on peut changer les dollars dans la rue. Vous allez en Éthiopie, vous allez en Ouganda, vous allez partout. Donc, ça n'a pas de sens. Vous présentez les dollars à quelqu'un, il vous dira, écoutez, non, va d'abord changer, apportez-moi la monnaie locale. Et le danger, c'est lequel? Ces gens-là qui sont assis derrière leur petite boutique-là, de vente de cartes, vous ne connaissez pas d'où ils viennent, qui leur donne l'argent. Ils peuvent, venez par exemple avec 10 000 dollars. Vous arrivez là-bas, au jour d'aujourd'hui, le taux est à 1700. Ils vous donnent 17 millions. Vous prenez 17 millions, mais vous ne savez pas que ces 17 millions-là, ce sont des faux billets.
Parce qu'il y a des billets toxiques qui sont en circulation, je venais de vous les démontrer. Vous partez. En revenant, vous trouvez que le monsieur n'est plus là. Il est parti. Vous faites quoi? Voilà pourquoi la Banque centrale doit obliger les cambistes à se regrouper en bureau d'échange, en comptoir d'échange. Il faut aller, par exemple, sur l'avenue Lukusa. Il y a, par exemple, Madame Mère Double. Vous allez là-bas, vous lui donnez les dollars, elle vous donne les francs, ou bien vous achetez les dollars auprès d'elle, et il y a un document qui porte votre nom, qui donne des explications sur la transaction qui a eu lieu. Ainsi, s'il y a des problèmes, vous allez poursuivre cette dame-là. Et elle ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais lorsque vous vendez, vous venez avec les dollars, vendre à quelqu'un qui est dans la rue sans adresse et il disparaît du jour au lendemain, c'est un risque énorme et la Banque centrale doit réglementer ça. Donc, vous avez de la fausse monnaie qu'on injecte dans l'économie, qui a été injectée, la quantité exacte, on ne la connaît pas. Vous avez les recettes qui ne sont pas mobilisées comme il se doit. Vous avez l'hôtel des monnaies qui fabrique des billets de banque. Vous avez les gens qui faisaient même la thésaurisation, qui gardaient par devers leurs francs congolais et qui sortent cet argent tous à la recherche de dollars. Et en face, l'offre en devise est incapable d'absorber cette surliquidité. C'est ça le premier problème. Le deuxième problème qui fait que notre pays est devenu exportateur des devises, c'est qu'on n'applique pas aussi la loi en ce qui concerne les licences d'importation, les IB. Donc les licences d'importation, c'est quoi? C'est-à-dire les opérateurs économiques en République démocratique du Congo, pour importer la marchandise, vous savez, la loi, le législateur oblige à tout celui qui veut importer la marchandise. Lorsque vous avez ne serait-ce que 10 000 $, vous ne devez pas sortir avec 10 000 $ de la République démocratique du Congo sans avoir l'autorisation de la Banque centrale. Alors, tous les opérateurs économiques, étant entendu que notre économie est extravertie, et cette extraversion, nous la vivons même dans notre manger quotidien. C'est-à-dire, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont mis en valeur. Avec comme conséquence, nous importons les vivres, nous achetons la nourriture pour une valeur de 1,5 milliard de dollars chaque année. Cela veut dire que nous sortons nos devises pour aller acheter à manger. Si on avait cultivé la terre, nos 80 millions d'hectares de terres arabes, si on pouvait consommer ce que nous produisons en République démocratique du Congo, chaque année on devrait épargner 1,5 milliard. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire comment notre pays est en train d'exporter les devises. Nous sommes devenus exportateurs des devises. Revenons à ce que je disais à propos des importations, des licences IB. Les licences IB, ce sont des documents que les banques commerciales donnent aux opérateurs économiques qui vont acheter les marchandises en dehors du pays. Un importateur, un opérateur économique vend dans une banque commerciale, demande « Je vais aller acheter les marchandises en dehors du pays, donnez-moi une licence de 80, par exemple, de 80 millions de dollars. » On lui donne la licence, c'est un transfert de fonds. Il va à l'étranger, il achète et il revient au pays avec les marchandises. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis plus de 10 ans? On constate que les importateurs prennent les licences IB auprès des banques commerciales, vont acheter les marchandises, n'achètent pas les marchandises avec la totalité des devises qui sortent du pays. Quelqu'un qui a pris 80 millions de dollars américains pour acheter les marchandises, arrive là-bas, achète par exemple les marchandises de 30 millions. Il revient ici et lorsqu'il vend, il garde en dehors du pays 50 millions. Il arrive ici, s'il a besoin de dollars, il cherche encore sur le marché, alors qu'il a laissé en dehors là-bas. Et pourquoi nous disons qu'il a laissé? Parce que ce soit la banque commerciale où il a pris l'argent, que ce soit la Banque centrale du Congo, que ce soit le ministère de l'économie, ne respectent pas la loi qui oblige à ce que quand quelqu'un a obtenu une licence IB, il a 180 jours pour justifier, apurer. C'est-à-dire dire que voilà, j'ai pris les 80 millions
j'ai acheté ceci ou cela, telle marchandise, et on doit, le ministère de l'économie, la Banque centrale du Congo, doivent aller vérifier au niveau de la DGDA, par exemple, pour comprendre, est-ce que c'est vrai, ce monsieur a pris l'argent, il est sorti avec 80 millions de dollars américains, est-ce que les marchandises qu'il a achetées représentent une valeur de 80 millions? Où sont les factures? Et il faut apurer. Ce travail-là n'est pas fait. Cette faille fait aussi que nous puissions perdre beaucoup de devises. La Banque centrale est incapable de toucher aux réserves d'échange qui ne représentent plus que plus de 700 millions de dollars américains. Alors, la Banque centrale ne peut pas injecter 500 millions sur le marché d'échange pour absorber la surliquidité de peur de tomber dans ce que je vous disais ici, la banqueroute ou la cessation des paiements. Par conséquent, la Banque centrale est impuissante. Elle observe. Elle doit maintenant recourir à d'autres solutions. La première solution à court terme, c'est que nous pouvons renouer avec le Fonds monétaire international et demander les appuis budgétaires. Alors que, vous savez, le Fonds monétaire international a posé les conditions que nous ne sommes pas prêts à satisfaire. Deuxième solution, on peut recourir à des eurobonds. Vous avez vu, il y a les responsables d'une banque russe qui sont arrivés et ils ont rencontré le Premier ministre. Ils ont dit qu'ils sont disposés à pouvoir mettre à la disposition de la République démocratique du Congo quelque chose comme 1 milliard. Ça aussi, s'ils mettent à la disposition de la République démocratique du Congo 1 milliard, automatiquement, la République démocratique du Congo peut prendre 500 millions de dollars injectés dans l'économie pour essayer de récupérer la surliquidité des francs congolais en circulation. Et là, le franc congolais peut reprendre du poil de la bête face au dollar américain. Et ce n'est pas aussi facile parce que c'est un emprunt que nous faisons et il faut rembourser. Alors les restes, on peut peut-être investir dans le secteur agricole parce que le secteur agricole, c'est un secteur porteur de croissance par excellence. La troisième solution en ce qui concerne les solutions à court terme, c'est que nous devons mettre sur pied un programme économique d'urgence. Je l'ai dit en connaissance de cause. Parce qu'en 2001, qu'est-ce qui s'était passé? Nous étions dans une situation analogue d'hyperinflation. Le ministre des Finances de l'époque, M. Amissi Mutumbi, il est ici. Il est d'ailleurs conseiller au cabinet du chef de l'État. Monsieur le gouverneur Jean-Claude Massangu Moulongo, qui était à la Banque centrale, et feu André-Philippe Fouta, qui était à l'économie. Les trois là, d'ailleurs à l'époque on l'appelait aussi la Troïka, avaient mis sur pied un programme intérimaire renforcé. Pire, ce programme-là n'était pas financé par la communauté financière internationale. Donc, il y avait l'accompagnement au terme du chapitre 4 du Fonds monétaire international, parce qu'on n'était pas en programme. Mais ces programmes intérimaires renforcés avaient le mérite de pouvoir jeter les bases. Lorsque on arrive en 2001, Matungulu Mbuyamu Ilankir, aux commandes du méga ministère de l'économie, finance et budget sous le président Kabila, Joseph, eh bien, on a essayé de casser l'hyperinflation. Et comment Matungulu a cassé l'hyperinflation? Il a cassé l'hyperinflation d'abord en assainissant la gestion des finances publiques, en réduisant les trains de vie des institutions, ce que nous ne faisons pas pour le moment. Il faut réduire drastiquement les trains de vie des institutions. Il faut qu'on arrive à faire ce qu'on appelle une gestion sur base caisse, c'est-à-dire ne consommer que ce que nous pouvons mobiliser, pas au-delà, pas de la création monétaire comme celle que nous vivons maintenant, parce que ça contribue à l'hyperinflation. Et il avait obtenu un prêt, encore au niveau de la Banque mondiale, qui nous a permis, ce qu'on appelle de prêt relais, qui nous a permis de pouvoir payer nos arriérés à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à la BAD, et automatiquement
la République démocratique du Congo était devenue éligible à ce qu'on appelle l'initiative PPTE. Et nous avons franchi ce qu'on appelle le point de décision de l'initiative PPTE. Regardez, déjà en 2001, lorsque nous franchissons le point de décision, jusqu'au 30 juin 2010, que nous sommes venus arriver au point d'achèvement de l'initiative PPTE parce qu'il y avait des problèmes de gestion. Ça, c'est la solution en ce qui concerne ce que nous pouvons considérer comme les solutions à court terme. Maintenant, les solutions à moyen terme sont lesquelles? C'est l'application de 7 mesures que nous avons proposées. Nous les disons pourquoi? Parce que les 28 mesures du gouvernement n'ont pas donné des résultats. Le quatrième élément en ce qui concerne les mesures à court terme, c'est lesquelles? C'est qu'on doit faire un réaménagement technique du gouvernement. Parce que le gouvernement, les stratégies du gouvernement actuel ont montré leurs limites. Donc, la situation va du mal en pis. La situation... Non, vous voyez les tentatives que faisait le gouvernement. Vous savez, dans la gestion des finances publiques, pour stabiliser les cadres macroéconomiques, il y a 2 leviers. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire, qui est manœuvrée par la Banque centrale du Congo. Cette politique monétaire vise d'abord à stabiliser les prix intérieurs, vise à assurer le suivi et le contrôle des banques commerciales, à entretenir la santé de la monnaie, ainsi de suite. Et puis, vous avez la politique budgétaire qui est pilotée au niveau du ministère des Finances et qui permet à ce que les ministres du budget et les ministres des Finances puissent s'occuper de la mobilisation des recettes, mais également de contrôler les dépenses, c'est-à-dire observer la chaîne de la dépense. La difficulté que nous avons, c'est que parfois, certaines dépenses sont faites hors chaîne de la dépense. Et lorsque vous faites des dépenses hors chaîne de la dépense, ou vous frappez la monnaie pour ne pas financer l'économie réelle et l'économie productive, c'est-à-dire investir dans un secteur qui peut contribuer à la production, eh bien, dites-vous que vous êtes en train d'aggraver l'inflation et c'est pourquoi nous arrivons à l'hyperinflation. Donc, il y a moyen ici de faire un réajustement technique tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la Banque centrale pour que nous puissions avoir des politiques monétaires et budgétaires prudentes. Et ça, il faut avoir des hommes et des femmes, des technocrates, comme en 2001, nous devons avoir en ce moment-là des technocrates qui peuvent être à la hauteur de la tâche. Sinon, nous courons tout droit vers la banqueroute ou ce qu'on appelle la cessation des paiements. Terminons notre magazine par cette information qui fait froid dans le dos. La défense de l'environnement a été durement réprimée en 2016. Selon l'ONG britannique Global Witness, 200 activistes ont été tués dans le monde. Parmi les victimes, des gardes-chasse, des activistes et des leaders indigènes, affirme l'ONG dans son rapport 2017 rendu public le 13 juillet dernier. La source fait état de la lutte des défenseurs de l'environnement menée contre les compagnies minières, les exploitants forestiers, l'agro-business et les braconniers. Les Congolais figurent aussi sur cette liste des victimes. Global Witness cite en l'occurrence 9 gardes-parcs et activistes de l'environnement tués. Sur le plan mondial, affirment les experts de Global Witness, le Brésil est en première position avec 49 activistes tués. C'est donc par cette nouvelle triste que nous allons fermer cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur cette chaîne.